En ce début du 19e siècle, théâtre, musique et peinture enflamment les esprits. Un nouveau courant artistique, le romantisme, déferle sur la France. Une jeune génération d'artistes, inspirés par leurs voisins anglais et allemands, est bien décidée à révolutionner l'art. De leur engagement artistique va naître une conscience politique. Tandis que dans la rue, le peuple gronde et réclame la République, ils n'auront de cesse de se battre tant que la liberté ne sera pas au pouvoir. Leurs idées, leurs œuvres vont profondément bouleverser la société française. Tremble l'ancien monde, la modernité est en marche et rien ne peut plus l'arrêter. Paris, 1827. La Restauration a rétabli la monarchie. Le roi Charles X est au pouvoir. Les rêves de liberté et de gloire se sont évanouis avec la fin de la Révolution française et la chute de l'Empire. Pourtant, toute une jeunesse se presse dans la capitale. À la pointe de la mode et des idées nouvelles, ces jeunes gens n'attendent qu'une occasion pour se faire un nom. Comme un certain Alexandre Dumas. Il ambitionne de devenir le plus grand poète dramatique de Paris. Il y a 5 ans qu'il a quitté Villers-Cotterêts, sa ville natale, avec 53 francs en poche. Depuis, il survit grâce à sa place de copiste au service du duc d'Orléans, le cousin du roi. Dès qu'il le peut, il s'arrache à sa besogne pour écrire du théâtre. Mais la concurrence est rude. Victor Hugo, ce jeune poète dont le nom est sur toutes les lèvres, a les mêmes inspirations. Tous deux rêvent de la comédie française. Tous deux admirent Shakespeare. La modernité de cet écrivain pourtant vieux de 2 siècles exalte leur imagination. Le poète anglais a le goût de la vérité et la haine du convenu. Comme lui. Il n'y a pas de temps à perdre. Alexandre doit être le premier. Il a l'énergie de ses 25 ans. Les paris sont lancés. Dumas se laisse emporter vers les boulevards. Il est grand et sûr de lui. Il sait qu'il ne passe pas inaperçu et ce n'est pas pour lui déplaire. Il a l'habitude d'être raillé sur ses origines. Petit-fils d'un marquis et d'une esclave affranchie de Saint-Domingue, il n'entend pas le cacher. D'ailleurs, lorsqu'un pédant s'attaque à lui, il sait quoi répondre. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. Mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ce soir, un vaudeville. Oh non, n'ayez pas peur, je vous promets du rire, de l'exotisme, des quiproquos. Place au spectacle, place à Alexandre Dumas et sa pièce, la noce et l'enterrement. Alexandre se sent chez lui sur le boulevard du Temple. Il aime son effervescence. Ici, tout est matière à spectacle. Adultère, assassinat, faits divers. Le mélodrame s'écrit au kilomètre, sensationnel et outrancier pour le plus grand plaisir de ce public populaire. Mais Dumas ne peut se contenter du boulevard du crime. S'il veut vivre de sa plume, la comédie française est le seul sésame. Victor Hugo est flatté. Charles Gosselin, le célèbre éditeur parisien, l'a remarqué. Victor s'emballe. Il parle poésie et théâtre, mais Gosselin l'arrête. Il veut un roman à la Walter Scott. Cette mode anglaise du récit historique fait fureur dans toute l'Europe. Une commande qui ne nuirait pas à sa jeune notoriété. À 25 ans, Hugo est la figure montante de la littérature française. Tandis qu'il traverse le quartier latin, il rend les saluts discrets des étudiants qui le reconnaissent. Marié, père de 2 enfants, pensionné par le roi, Victor a toujours été précoce.
Fasciné par la figure de Napoléon, déjà couronné de gloire au même âge, il ne peut s'endormir sur ses lauriers. Il est persuadé que c'est le théâtre qui lui apportera le succès. Adèle, son amour depuis l'enfance, le sort de sa rêverie. Elle connaît ce regard conquérant. Elle se souvient qu'à 14 ans, il disait vouloir être Chateaubriand ou rien. Adèle sait qu'il ne plaisantait qu'à moitié. Ils sont attendus à l'Arsenal, chez Charles Nodier. Son salon littéraire réunit la jeune création française. On y découvre les nouveaux talents, on y lit les derniers écrits de jeunes auteurs à la mode, Vigny, Lamartine, Sainte-Beuve. Lorsque les Hugo arrivent, l'Assemblée retient son souffle. Victor galvanise ses amis avec quelques vers qu'il vient d'écrire. Nous froissons dans nos mains, hélas, inoccupées, délire à défaut d'épée. Nous chantons comme on combattrait. Le poète a su mettre en mots ce qui anime chacun d'entre eux. L'art doit être l'expression d'un combat politique, l'arme d'une génération qui veut changer le monde. Tous se rangent derrière lui, tous l'admirent. Mais tandis que Victor valse avec Adèle, il garde la tête froide et mesure le chemin qu'il lui reste à parcourir. À quelques rues de là, une lueur résiste à la nuit. Dans son atelier, Eugène Delacroix peint comme un forcené. Il était invité chez Nodier, mais il n'a pas le cœur aux mondanités. Voilà des semaines qu'il a commencé cette toile. Il doit la terminer à temps pour le prochain salon du Louvre. C'est peut-être sa seule chance de décrocher des commandes officielles, et donc de vivre, de continuer à peindre. À 29 ans, cet orphelin d'une grande famille bourgeoise ruinée entend bien se faire un nom. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Ses yeux le brûlent, mais il ne lâchera pas ses pinceaux avant d'avoir achevé son tableau. Il ne craint pas le scandale qui l'attend. Il faut choquer son époque pour faire carrière. Il s'inspire du livre d'un romantique anglais, Lord Byron. Sardanapale. Un nom qui sonne comme une provocation. L'histoire terrible et superbe d'un roi d'Orient qui, face à la défaite, ordonne l'exécution de ses femmes, ses chevaux et ses chiens avant de s'immoler dans un immense bûcher pour que rien de ce qui avait servi à son plaisir ne lui survive. Quelques jours plus tard, le salon de peinture du Louvre prépare son ouverture. Delacroix a travaillé jusqu'au dernier moment. Sa toile est à peine sèche. Il a invité Victor Hugo à assister à l'accrochage de son tableau. Devant Sardanapale, le poète est ébloui. Delacroix a su capter l'intensité de ce moment indicible où tout va basculer, où le temps semble suspendu entre vie et mort. Face à la toile de Delacroix, une œuvre monumentale de Dominique Ingres, l'apothéose d'Homère.
Le tableau est encore inachevé, malgré tout, Hugo mesure le gouffre qui sépare Ingres et Delacroix. À la vision rigide et figée d'un classicisme académique, répondent la fougue et la violence d'un jeune peintre dont l'obsession est de transcrire la passion, le tumulte de la vie. Hugo admire son ami. Il a réussi à peindre ce qu'il veut écrire. Sardanapale est comme un manifeste du romantisme. La toile traduit l'ardeur et la volonté d'une génération qui veut prendre sa place. À l'automne 1827, le salon ouvre ses portes. Personne ne reste indifférent. Les critiques crient au génie ou au scandale. La bataille entre classique et romantique est lancée. Pendant qu'au Louvre, Sardanapale déchaîne les passions, Paris s'enthousiasme pour les pièces de William Shakespeare. Au théâtre de l'Odéon, une troupe anglaise fait tous les jours salle comble. Pour l'occasion, Eugène Delacroix a réuni deux de ses amis, Victor Hugo et Alexandre Dumas. Sur la scène se joue Roméo et Juliette dans sa langue originale. Sous les yeux de ces jeunes romantiques, c'est tout un monde de passion qui se dévoile. Hugo ne peut décoller ses yeux de la scène. Delacroix ne s'autorise qu'une larme, mais à l'intérieur, il est bouleversé. Dumas est fasciné par le naturel du jeu des comédiens. Il connaît les répliques par cœur. Quelques rangs plus haut, la vie d'un jeune musicien de 25 ans est définitivement en train de basculer. Hector Berlioz est subjugué. Il ne comprend pas un mot d'anglais, mais il ne peut détacher son regard d'Harriet Smithson, l'actrice qui joue Juliette. Son cœur vacille. Il s'enflamme. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est tout un orage. L'intensité de la jeunesse, l'exaltation des sentiments, la folie, la mort, tout est là. Quelle modernité, quelle audace! Victor Hugo est intarissable. Son prochain drame, Cromwell, sera shakespearien ou ne sera pas. Il faut abolir la sainte règle des 3 unités, de temps, de lieu et d'action. Il faut être libre pour écrire. En silence, Alexandre Dumas se dit exactement la même chose. Berlioz, lui, se sent comme le héros malheureux d'une tragédie. Un héros sans le sou, terrassé par l'amour d'une femme sublime adulée par la critique. Il n'a rien, elle est tout. Pour conquérir son cœur, elle ne sait même pas qu'il existe et qu'il est là pour elle, tremblant d'amour et de désir. Comment peindre ses sentiments? Faire éclater la poignante vérité de son amour? Si les poètes ont des mots pour exprimer leurs tourments, lui a sa musique. Et il ira chercher toute la palette d'un orchestre symphonique s'il le faut. Oui, une symphonie. Superbe, grandiose. Une symphonie fantastique.
La nuit cache l'ambition d'un autre artiste. Honoré Balzac aime les rituels. À minuit, il enfile une robe de moine. L'écriture est un sacerdoce. Pour ne pas s'abîmer les yeux, il choisit des feuilles bleues. Et pour tenir jusqu'au petit matin, il se prépare un café dont le savant mélange n'appartient qu'à lui. Sa plume de corbeau en main, il est enfin prêt. Il a 28 ans, et pour survivre, il accepte toutes sortes de commandes d'éditeurs à la petite semaine. Cette fois, il rédige un fascicule sur l'art de mettre sa cravate, enseigné en 16 leçons. Pas question qu'il signe de son nom une de ses cochonneries littéraires. Il lui faut un pseudonyme. Il signera le baron Émile de L'Empesé. Au petit matin, Honoré se sent découragé. Depuis 7 ans qu'il a pris la décision de devenir écrivain, il n'a produit que de la littérature marchande. Ce n'est pas comme ça qu'il regagnera l'estime de sa famille et qu'il réalisera son rêve de devenir le Napoléon des lettres. Pourtant, il se l'est promis. Ce que l'empereur a commencé par l'épée, il l'achèvera par la plume. Cette phrase qu'il a collée sous son buste de Napoléon lui donne des forces pour affronter une nouvelle journée de labeur. Ça fait 2 ans que Balzac est propriétaire et patron d'une imprimerie, rue Visconti. Il est convaincu que cette industrie en plein essor bouleversera bientôt la littérature en démocratisant le livre. Il a plein d'idées, s'intéresse à la typographie, à la mise en page, tout doit compter pour séduire le lecteur. Si seulement son sens de l'innovation ne se heurtait pas à son principal défaut, Balzac n'est pas un gestionnaire. Il sait que ses caisses sont vides et qu'il ne pourra pas payer ses ouvriers. À moins que... il emprunte et s'endette encore plus. Le jeu en vaut la chandelle. Ah, sa famille lui dira non. Il leur doit déjà 50 000 francs. Mais sa protectrice, Madame de Berny, il saura bien la convaincre. Devoir aux gens qui ont trop, c'est au contraire compenser les misères et tendre au rétablissement de l'équilibre social. Un argument irréfutable. Au diable les factures, il faut prendre l'air. Marcher stimulera son imagination. Physiologiste et observateur hors pair, Balzac trouve son inspiration au milieu de ses contemporains. Anonyme parmi la foule, il oublie ses problèmes d'argent et se laisse happer par les conversations animées du café turc. Il préfère la bonne. Oh, que voulez-vous que je vous dise? Vous exagérez. Il note 2 choses. Il est entouré de femmes et leurs conversations tournent toutes autour du même sujet, leur mari. Pas même un bouquet de fleurs. Il semble que ces messieurs soient aveugles aux choses de l'amour. Et les amants ne valent guère mieux. Il imagine un livre sur le mariage et l'adultère, mais du point de vue des femmes. Il a déjà le titre. Physiologie du mariage. Ça risque de n'être pas du goût de tout le monde. Son livre sera cru. Il n'usera d'aucune langue de bois. Ne commencez jamais un mariage par un viol. Le sujet est sensible. La prudence est de mise. Il signera son ouvrage « Un jeune célibataire ». Le voilà ragaillardi. Heureusement que lui croit en son génie. « 2 ans qu'il attendait ça. Alexandre Dumas ne se lasse pas de contempler son nom qui s'étale en grand sur les affiches de la Comédie Française. Ce soir, c'est la première d'Henri III et sa cour, sa pièce.
Avant de venir, il a fait un détour par le palais royal. Non seulement il a donné sa démission, mais il a eu l'audace d'inviter son ancien patron, le duc d'Orléans, à sa première. Louis-Philippe n'a rien promis à son ancien copiste, mais la perspective d'élargir son influence à la jeune génération n'est pas pour lui déplaire. Il reste quelques heures avant le lever du rideau. Alexandre ne tient pas en place. Il ne faudrait pas qu'un grain de sable enraye la mécanique de son spectacle. Il doute de tout. Les costumes sont-ils assez somptueux? Les accessoires sont-ils assez réalistes? N'y a-t-il pas une meilleure réplique à trouver à l'acte 3? Où sont ces acteurs? Ils sonnent leur accord. Il faut plus de sentiments, plus de rupture. Et il ne s'agit plus de jouer d'un côté le drame et de l'autre la comédie, mais de mêler les deux ensemble. Il faut que les répliques fassent mouche. Un dernier tour dans les coulisses, quelques mots d'encouragement à Firmin, son acteur principal et ami, et la pièce peut commencer. Ce 11 février 1829, dans la grande salle de la Comédie Française, la première représentation n'est pas un succès, c'est un triomphe. Alexandre ne peut s'empêcher de sourire en voyant Louis-Philippe lui-même l'acclamer. Ce soir, c'est lui le prince de Paris. Il a réussi. Mieux, il a devancé Hugo. Sa pièce Cromwell n'a pas passé la censure. Alexandre Dumas exulte. Il a pour lui la jeunesse, la beauté et le succès. À 27 ans, l'avenir lui appartient enfin. Depuis Physiologie du mariage, Balzac sent qu'il commence à trouver son style et sa voix. Il vient de publier Les Chouans, un roman qu'il a signé de son nom pour la première fois. Sa volonté infaillible est en train de le mener là où il doit être. La critique loue son sens de la description et surtout la vérité des caractères de ses personnages. C'est d'un pas léger donc qu'il se rend chez Victor Hugo. Le voilà enfin dans le cercle tant convoité des auteurs à la mode. Le Cénacle lui ouvre ses portes. Hugo est survolté. 1 an après Dumas, la Comédie Française daigne l'accueillir. Sa pièce, Hernani, a miraculeusement passé la censure. Mais les classiques sont à l'affût et ne viendront que pour siffler le spectacle. Hugo parle à ses amis comme un général à ses troupes, comme si cette soirée allait décider de leur vie. C'est le combat de la jeunesse pour la liberté de l'art. Il faut une salle comble, une presse enthousiaste, bref, un triomphe. Il veut que tout ce que Paris compte d'artistes, de musiciens, de poètes, d'écrivains et d'étudiants soit là pour contrer la vieille garde. 100 places leur seront réservées tant que la pièce sera à l'affiche. Gérard de Nerval, étudiant frondeur, boit les paroles de son idole. Il brûle de retrouver son ami Théophile Gautier pour le mettre dans la confidence. Il a 22 ans, Théophile 19. Ils ne se quittent plus depuis le lycée Charlemagne. Ils ont grandi en lisant le poète. Il a réchauffé leur tourment d'adolescents et nourri leurs premiers écrits. Les voilà, soldats d'Hugo. Ce 25 février 1830, c'est le jour de la première. Et dès le matin, Hernani enflamme déjà les esprits. Nerval et Gautier se préparent. Tout compte. Les cheveux d'abord, car ce seront leurs belles crinières contre les crânes chauves et blanchis des vieux académiciens. Leur fraîcheur contre la décrépitude. Le romantisme contre le classicisme. Les voilà en bande, prêts à donner l'assaut sur la Comédie Française. Dégagez, vieux grisâtres, retournez croupir dans vos académies. C'est toute la rigidité et les règles des classiques qu'ils envoient promener.
Ce soir-là, ils gagnent la partie. Leurs bravos survoltés couvrent les sifflets et les hurlements révulsés. Le lendemain, ils perdent, mais se reprennent le jour d'après. Et c'est ainsi durant 4 mois. La salle est devenue la scène. On vient pour applaudir ou pour siffler. On ne parle plus d'Hernani, mais de la bataille d'Hernani. Victor Hugo ne pouvait rêver meilleure publicité. La salle est comble chaque soir. Mais bientôt, le pays rappelle aux artistes ce qu'est réellement un champ de bataille. Depuis des mois, députés et journaux libéraux attaquent Charles X et sa cour, qui dérive vers la monarchie absolue. Charles X réagit le 25 juillet 1830 en faisant publier plusieurs ordonnances. La Chambre des députés est dissoute, la liberté de la presse est suspendue. Dans les jardins du Palais Royal, Alexandre Dumas est stupéfait. Le succès de ses dernières pièces lui a apporté la notoriété et une certaine aisance financière. Il devait partir ce jour même pour un voyage à Alger. Il annule tout. Il sent que l'histoire est sur le point de basculer. Il ne veut rien manquer de ce qui se prépare. Le 27 juillet au matin, quelques journaux publient une tribune, signée par 44 journalistes. Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caractère de l'égalité qui commande l'obéissance. Nous lui résisterons pour ce qui nous concerne. C'est à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre résistance. Sous les huées de la foule, la police et les gendarmes enfoncent les portes des journaux d'opposition pour saisir les presses. Les ouvriers typographes sont malmenés et jetés dehors. Ils se rendent aussitôt maîtres des rues. Une charrette renversée, quelques pavés arrachés, et c'est une barricade qui se dresse. Les étudiants qui se battaient hier pour Hernani viennent gonfler les rangs. Il fait chaud. Les rues de Paris sont étroites. En quelques heures, la ville devient un champ de bataille. On entend des coups de feu. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La troupe a tiré sur la foule. La protestation se change en insurrection. Le peuple crie vengeance. Alexandre Dumas ne regrette pas d'être resté. Il a troqué sa plume contre un fusil. Le sentiment républicain n'est pas mort. Chaque regard qu'il croise semble en dire autant. Acclamé par les insurgés, Dumas monte sur les barricades comme sur une scène. Il porte la veste de général de son défunt père. Si seulement il pouvait le voir. Son père serait fier qu'il rejoigne le combat pour la liberté. L'homme de théâtre ne craint pas la mort quand il s'agit de se battre contre l'injustice d'un pouvoir autoritaire. Il exhorte la foule au son de la Marseillaise. Aux armes! Toute la journée, les combats font rage. Puis le jour suivant. Le 29 juillet, le Louvre tombe. Puis le palais des Tuileries. Les soldats ont rejoint les insurgés. D'autres battent en retraite. Lorsque le soleil se couche, le peuple s'est rendu maître de la capitale. Le drapeau bleu, blanc, rouge flotte au-dessus de Notre-Dame. Il n'aura fallu que 3 journées, les 3 glorieuses, pour faire basculer le régime. Louis-Philippe, duc d'Orléans porté au pouvoir par les députés libéraux, accepte de s'asseoir sur le trône de son cousin Charles X. Louis-Philippe Ier, roi des Français. Dumas n'est pas dupe. La cocarde et le drapeau tricolore ne le trompent pas. On vient de faire un nouveau pas en arrière. La République, la liberté s'éloignent encore. Delacroix était chargé de protéger les œuvres dans le palais du Louvre. Il n'a pas participé au combat, mais il a aimé revoir flotter le drapeau tricolore dans les rues de la capitale. Il s'est laissé enivrer par le vent de liberté que les 3 glorieuses ont soufflé sur Paris. Et c'est ce qu'il va peindre. Depuis des semaines, il multiplie les esquisses, les dessins préparatoires, travaille la composition. Louis-Philippe, porté par la bourgeoisie libérale, a choisi le drapeau tricolore pour fédérer le peuple autour de lui. Delacroix veut plaire au monarque. Il y aura donc un drapeau au centre du tableau.
Mais c'est une femme qui le portera, déesse mythique de la liberté. Les Trois Glorieuses ont remis les femmes au combat. Elles font partie de ce peuple de Paris, de cette jeunesse pleine de fougue qui s'est dressée contre l'oppresseur. Pour autant, il ne veut pas oublier les morts. Il va peindre les insurgés comme il les a vus, au plus près du réel. Delacroix travaille jour et nuit, et en seulement 3 mois, il termine sa toile. La récompense est à la hauteur de son acharnement. Lors du salon de peinture de 1831, le ministère de l'Intérieur achète le tableau. Et au passage, Louis-Philippe décore le peintre de la Légion d'honneur. Mais c'est pour mieux étouffer l'artiste sous l'hommage. Quelques semaines plus tard, la liberté guidant le peuple est décrochée et envoyée dans les réserves. Les monarchistes y voient la glorification de la révolte populaire. Louis-Philippe n'a d'autre choix que de composer avec tous, s'il veut rester sur le trône. Victor Hugo n'a pas pris part aux Trois Glorieuses. Il a quitté Paris aux premières barricades pour mettre les siens à l'abri et protéger la naissance d'Adèle, son 4e enfant. Depuis qu'il est rentré, il ne quitte plus sa table de travail. Accaparé par la bataille d'Hernani, il n'a toujours pas écrit le roman que lui a commandé Gosselin, son éditeur, il y a 3 ans. Hugo n'a plus le choix. S'il ne rend pas le manuscrit, ce sera le procès. Heureusement, il sait ce qu'il va écrire. Un roman historique, avec pour personnage principal Notre-Dame de Paris. Menacé de destruction, Hugo s'est pris d'amour pour la vieille cathédrale parisienne. Il aimerait la sauver. Notre-Dame ouvre ses portes à l'imagination du poète. Peu à peu, il pénètre les secrets de la pierre. 5 siècles d'histoire se déroulent à l'ombre de ses murs. Enfer et purgatoire grondent sous l'ogive des portails. La beauté côtoie la laideur, le sublime, le grotesque. Pureté et monstruosité s'affrontent dans la lumière de ses vitraux. La belle Esmeralda, mise à mort par le terrible Frollo, bouleverse la triste existence de Quasimodo le bossu qui fuit la violence de ses frères humains. Au sommet de l'édifice, le drame se noue. Le destin tragique d'Esmeralda et du bossu scelle à jamais l'immortalité de la grande dame de pierre. L'église grise, abandonnée, délabrée, devient un monument de poésie, gardienne des prières, du génie et de l'élévation des hommes. Paris semble se prosterner à ses pieds. Hugo a réussi à entrelacer sa vie et celle du monument. La postérité de l'un n'ira plus jamais sans l'autre. Au printemps 1831, le roman Notre-Dame de Paris est un énorme succès. Les Parisiens redécouvrent la cathédrale et s'arrachent le livre. Charles Gosselin se frotte les mains. Il attend maintenant avec impatience le livre que Balzac lui a promis. Tout éditeur doit composer avec l'ego, les lubies et les retards de l'écrivain. Balzac n'en finit pas de réécrire. Il remanie sans cesse certains chapitres. Il a déjà livré 5 versions de la préface.
Mais cette fois, c'est promis. Plus que quelques retouches, les dernières. Bien sûr, une petite rallonge financière ne serait pas de refus pour terminer. Aurore Dupin, baronne du Devant, part à la conquête du monde littéraire parisien. Son assurance attire les regards. À 28 ans, mariée et mère de 2 enfants, elle n'a pu se résoudre à ne jouer que le rôle d'épouse. Elle a obtenu de son mari l'autorisation de s'installer et de travailler la moitié de l'année à Paris. Elle se sent enfin vivre. Si elle porte des pantalons, ce n'est pas une lubie, mais l'expression de sa liberté. Elle a toujours son permis de travestissement en poche pour éviter de se faire arrêter. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez un éditeur. Depuis l'enfance, Aurore n'a jamais cessé d'écrire, persuadée qu'il faut changer l'opinion pour préparer les améliorations sociales de demain. Elle se réjouit de devoir gagner son indépendance à la force de sa plume. Balzac a mis un point final à son roman La peau de chagrin. Mais il n'arrive pas à se séparer de son manuscrit. Il retarde le moment. Gosselin peut bien attendre encore un peu. Une fois imprimé, c'est terminé. Il ne pourra plus rien améliorer, sans compter l'attente qui précède les premiers retours du public. Que d'inquiétude. Il doit y croire. Il a mis toute son énergie à composer l'histoire de ce jeune écrivain sans le sou, auquel un antiquaire propose une peau magique qui exaucera tous ses désirs. Mais il y a une condition. Chacun des vœux qui se réalisera raccourcira la durée de ses jours. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu ? Que peut bien désirer un jeune homme si ce n'est la gloire, l'amour et la fortune ? Balzac est comme son personnage, il veut tout. Et ce que sa naissance modeste ne lui a pas donné, il le prend. Appelez-le désormais Honoré de Balzac. La peau de chagrin vient d'être éditée. Honoré attend avec impatience l'avis de son amie Aurore du Devant. Même si elle s'amuse de son nouveau titre de noblesse, elle a adoré le roman. Elle aussi a décidé de créer sa légende. Elle va signer Indiana, le premier livre écrit de sa seule main, du nom de George Sand. Un prénom d'homme pour un ouvrage qui dénonce la difficile condition des femmes. Balzac l'encourage. Il admire cette femme de caractère. George Sand apprécie que son amie la traite en égale, sans considération de sexe. Elle se sent à sa place dès qu'il s'agit de parler art, littérature et politique. Depuis quelques semaines, la poire est devenue le fruit préféré des Parisiens. L'idée est venue de Charles Philippon, antimonarchiste et patron de 2 journaux, La Caricature et Le Charivari. Croquer le roi en poire. C'est tranchant comme une lame. Ça se répand plus vite qu'un pamphlet. Le peuple, majoritairement illettré, se régale. En quelques semaines, les poires envahissent les murs de la capitale, puis de la France entière. Honoré Daumier travaille pour le journal La Caricature. Il n'a que 23 ans, mais il a déjà un regard acéré. Et ses caricatures font fureur. L'idée du jour, le roi Poire devient Gargantua. Il avale les économies d'un peuple affamé et délivre par son royal postérieur des décrets favorables aux notables et aux bourgeois. Louis-Philippe est atterré. Lui qui a redonné la liberté aux journaux devrait en faire les frais ? C'est mal le connaître. Il sévit aussitôt. 6 mois de prison pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement. Attaquer le pouvoir passe encore, mais attaquer le roi lui-même, c'en est trop.
Daumier et son patron Philippon se retrouvent derrière les barreaux. Alexandre Dumas ne s'était pas trompé. Un roi reste un roi. Qu'il soit de France ou des Français, il ordonne et le peuple se doit d'obéir. La prison de Sainte-Pélagie est un joyeux fourre-tout de prisonniers politiques, de penseurs, de journalistes républicains, de poètes ou encore de bourgeois ruinés. Une sorte de bottin mondain un peu hétéroclite du contre-pouvoir. Dans ce décor, Philippon et Daumier sont en terrain conquis. On appelle même Daumier Monsieur Poire. Le pouvoir ne s'en prend pas qu'à ses opposants. Il a emprisonné un rêveur. Gérard de Nerval est là, lui aussi. Il a été arrêté lors d'un défilé étudiant réclamant la République. Il est pourtant moins politisé que son ami Gautier, mais toujours prêt à s'enivrer et à faire du tapage. Et cette jeunesse bruyante effraie le pouvoir. La police l'a même accusé de complot contre l'État. Pourtant, le jeune étudiant rêve moins de politique que de poésie. Heureusement, les murs de la prison sont poreux, et son ami Théophile Gautier lui passe régulièrement des livres. Nerval est passionné de littérature romantique et fantastique allemande. Il est bilingue et a déjà traduit Faust. Goethe lui-même l'a félicité. « Je ne me suis jamais si bien compris qu'en vous lisant », lui aurait-il écrit. Alors, sur sa lancée, Nerval a profité de son temps de détention pour traduire quelques-uns des contes d'Hoffmann et des poèmes de Schiller. Encore quelques journées interminables à patienter et il pourra sortir d'ici. Retrouver sa liberté. Et c'est Gautier qui l'attend à sa sortie, trop heureux de retrouver enfin son compagnon d'aventure. Pour Gérard, c'est maintenant décidé. Quitte à affronter la colère de son père, il va lui annoncer qu'il abandonne ses études de médecine. Il sera poète. Théophile l'emmène au concert pour fêter sa libération. Ce soir, Berlioz donne sa symphonie fantastique. L'année 1832 se termine. En ce 9 décembre, une foule impatiente se presse dans la salle du Conservatoire de Paris. Hector Berlioz a réuni un orchestre immense pour faire jouer sa symphonie fantastique. Mais il est nerveux. Harriet Smithson n'est pas là. Il l'a pourtant invité, il lui a réservé une loge. Il voudrait enfin ne plus être invisible à ses yeux. Ses amis, Frédéric Chopin et Franz Liszt, sont venus l'encourager. Harriet Smithson a hésité jusqu'au dernier moment. Elle n'a jamais prêté attention aux déclarations enflammées de Berlioz, mais elle a découvert par ses amis que c'est pour elle que ce jeune homme a composé une symphonie. C'est l'histoire d'une idée fixe, d'une passion amoureuse. Ce soir, Berlioz dévoile son âme. D'entrée, flûte, hautbois et clarinette sonnent comme des voix. Cet orchestre murmure, puis crie les sentiments, les espoirs et l'abattement d'un homme. Ce soir, ce que les poètes font en vers, Berlioz le fait en musique.
La symphonie s'insinue et s'écoule en chacun d'eux. Elle dessine des paysages intérieurs. Notre solitude au monde, des songes et des ombres. C'est l'œuvre du romantisme que de faire entendre le pouls de chacun. Harriet Smithson regarde Berlioz pour la première fois. Jamais elle n'avait senti son cœur battre si fort. Ce soir, l'amour a la puissance d'une vague. Ce soir, les cœurs sont tendres. Il est permis de rêver.